un de mes grands objectifs, si ce n'est le premier, c'est de mourir en bonne santé, de proposer une vision où en fait le vieillissement n'est pas une fatalité. Et donc on le voit de la même façon, on anticipe un petit peu, il y a des personnes qui disent, quand il y a des jeûneurs, bah, t'as rajeuni sans savoir qu'ils ont jeûné. Donc c'est bien qu'il y a une solution. Et un petit spoiler, hein, jeûner, ça coûte pas cher. Et si vous êtes assez malin, vous pouvez même économiser de l'argent en jeûnant. Et donc ça, c'est une solution. Mais c'est un parti pris. Il va falloir se renseigner, il va falloir faire des efforts. Donc on va voir qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas consommer de la santé, on ne peut pas consommer du bien-être, on ne peut pas consommer du rajeunissement. C'est pas à coup de PayPal, de carte bleue qu'on va pouvoir faire ça. Ça va demander de la connaissance, un peu de discipline et des routines. Et donc on est là pour vous partager tout cela, parce que y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Mais oui, 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 parce que justement, on sait aussi que le corps a une capacité d'auto-régénération, puisque la peau régénère en 28 jours, les intestins en quelques jours. Après, pour d'autres organes, ça met plus de temps. Mais pour autant, on en parlera, on finit quand même par mourir. Donc, il y a des limites à cette régénération. Ben oui, oui, oui. Et donc, on a notamment deux processus, les cellules souches et l'autophagie. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les deux, puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet sur comment activer ces mécanismes-là qui nous permettent justement de régénérer? Oui, alors je vais juste finir je vais parler des réseaux sociaux. Les influenceuses, les comptes Instagram, TikTok, YouTube qui cartonnent le plus chez les jeunes, c'est des routines maquillage. Donc il y a vraiment ce besoin d'avoir une belle peau. Et moi, souvent, je me suis retrouvé à conseiller des ados. J'ai même fait des vidéos sur le sujet, sur l'acné. Il y a avec l'hygiène de vie une grande capacité à améliorer, parce que comme tu le dis, la peau, ça se voit très, très vite, en fait, la régénération de la peau. Donc, c'est un peu le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça se voit très vite. Les gens disent, j'ai arrêté de fumer, au bout d'un mois, ma peau elle était devenue plus élastique, j'ai arrêté un peu l'alcool. Donc ça, on va parler de toxines, évidemment. Et on arrête un peu le sucre, un peu l'alcool. Voilà. Enfin, il suffit parfois de pas grand-chose pour avoir des effets spectaculaires. De s'hydrater un peu plus, de se reminéraliser un peu plus, on va le voir. Et donc là, tu posais la question. Alors, est-ce que tu pourrais redire, là, on était sur les cellules alors, je parlais des deux processus internes à l'organisme humain, oui. les cellules souches et l'autophagie. Et je te demandais si tu pouvais juste dire quelques mots brièvement de ces deux processus-là, et ensuite on va expliquer comment les activer. Oui, alors on va déjà parler des cellules souches, parce que c'est ce qui est annoncé dans ce webinaire, parce que ça fait partie des bonnes nouvelles quand même de la vie. Les cellules souches, on en entend souvent parler en termes de thérapie, notamment avec les greffes de moelle osseuse, où il y a des personnes qui sont immunodéprimées, qui sont en chambre stérile, qui, sans l'interventionnisme de la médecine allopathique, seraient décédées. Et donc, on parle de greffe de cellules souches. Souvent, vous devez en entendre parler dans les médias. On dit, la greffe a prise, et puis là, il y a une aubaine thérapeutique, et puis la personne va pouvoir se relancer. Et donc, les cellules souches, elles concernent la moelle osseuse, mais pas que. C'est là où il y en a le plus, parce que c'est on va dire, le développement au niveau du développement sanguin. Mais il y a trois grandes familles de cellules souches. La première, c'est ce qu'on appelle les totipotentes. Donc là, elles sont présentes au niveau embryonnaire. C'est les premières divisions, hein, c'est juste après la fécondation. Tu peux intervenir hein, si tu veux. Et puis donc, c'est elles qui vont donner naissance à toutes les cellules du corps. Donc, ce sont des cellules qui sont indifférenciées au départ, vraiment juste un amas de cellules. Puis après, elles vont se différencier. On les retrouve uniquement dans le placenta, quoi. Exactement. On a les pluripotentes, mais qui, elles, ne se retrouvent pas dans le placenta pour le coup. Et c'est elles qui sont utilisées principalement en recherche pour comprendre le développement. Et je pense que ce qui est intéressant aussi de comprendre avec les cellules souches, c'est que c'est des cellules, disons, neutres au départ et qui ensuite peuvent prendre une fonction. Spécialisées organiquement. On dit qu'elles sont indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de forme. D'ailleurs, on s'en rend compte. Par exemple, là, on parlait de la peau. On se rend compte qu'il y a des cas de grands brûlés, hein, brûlés stade 3 ou 4. Et donc, on arrive à cultiver des cellules souches
pour créer un renouvellement cellulaire. Et à partir de ces cellules indifférenciées, eh ben, elles prennent la forme de cellules cutanées et puis elles participent à du renouvellement. Donc c'est in vitro, ensuite c'est greffé sur les personnes, mais aujourd'hui on en est là. C'est pour ça que d'ailleurs on recherche beaucoup, alors là ça concerne une élite, hein, les personnes très riches et les sportifs de très haut niveau, qui des fois vous avez des guérisons éclairs de sportifs du haut niveau, on leur dit bah voilà, là il y a une déchirure musculaire, donc ça va prendre plusieurs mois de récupération, puis hop, la personne revient très, très vite. Puis on se rend compte qu'elle a été soignée au Qatar, dans les nouvelles cliniques, ou qu'elle a été se faire soigner en Europe de l'Est. Alors on se dit, bah ouais, ça serait à base de placenta, ça serait à base de cellules souches de cordon ombilical. Et donc on entend ces trucs-là, donc c'est pas légal parce qu'on a à la limite du dopage et à la limite de l'éthique, mais c'est un secret de polichinelle. Donc si on va dire une structure sportive paye des centaines de milliers, voire des millions d'euros par mois à un athlète, les sponsors, etc., les clubs ont un grand intérêt à s'intéresser à cela. Et donc, vous avez des cliniques privées pour grands sportifs, une fois de la plasmaphéreuse, des dialyses, et puis donc des implantations, des greffes dites de cellules souches indifférenciées pour qu'elles prennent la forme d'une cellule musculaire, par exemple au niveau du quadriceps ou de l'ischio-jambier, pour se renouveler plus vite. Et donc, les totipotentes, ce sont des cellules dites complètes qui sont capables de créer un humain entier, et donc qui ont une grande capacité adaptative et une puissance de vie énorme. Les deuxièmes types de cellules souches, tu en as parlé des pluripotentes, donc là c'est celles qui sont présentes à l'état embryonnaire, et elles, pareil, de la même façon, elles peuvent se différencier à n'importe quelle cellule du corps humain, mais elles ne peuvent pas se muter en cellules du placenta. Donc ce sont celles qui sont le plus utilisées dans la recherche. On l'a dit, là on est dans un cadre éthique plus acceptable. Et puis vous avez les multipotentes. Donc là on prélève chez l'individu, puis elles sont en réserve entre guillemets, notamment dans la moelle osseuse, qui permet de donner les globules rouges, les globules blancs pour les défenses immunitaires et les plaquettes. Donc c'est pour ça que quand vous avez une chute de plaquettes chez des gens qui sont immunodéprimés ou qui ont subi des chimios, des radiothérapies, il y a ce qu'on appelle des greffes de moelle osseuse. C'est essentiellement pour ces cellules souches-là, mais qui, pour le coup, ne seront pas nerveuses ou musculaires. Et donc, ça reste dans la même famille de cellules. C'est ça. Les cellules hépatiques, les cellules souches qui sont dans le foie, elles resteront là en fait. Enfin, elles vont pas. Elles vont pas migrer. D'ailleurs, quand on parle du foie, c'était, on le voit. Les gens sont surpris quand il y a des tumeurs au foie, il y a des ablations des fois d'un lobe entier. Ouais. Puis on dit le foie repousse. Eh bien, c'est grâce à la réserve de cellules souches au niveau hépatique. Et donc, il y a une capacité de régénérer une très grande partie de l'organe, plus de la moitié de l'organe, à partir de ces cellules souches-là. Donc, il y a beaucoup de cellules souches au niveau du foie. La moelle osseuse, on en a parlé, hein, parce que, évidemment, c'est indispensable pour produire des cellules sanguines, notamment, par exemple, quand vous perdez du sang ou quand vous faites un don du sang. Enfin, le sang est quand même largement renouvelé, les plusieurs litres de sang que vous avez dans votre corps. La peau, tu en as parlé, si on a une capacité à renouveler en 28 jours, faut qu'il y ait une grande réserve de cellules souches. Bien sûr. C'est pour ça qu'on voit autant de changements, même dans les morphologies de certaines personnes, c'est que c'est assez actif. Et puis, tu parlais des intestins. Alors, ceux qui s'intéressent un petit peu à la physiologie digestive ou ce que je fais, vous saurez que vous aurez appris avec le temps que la muqueuse intestinale elle est constituée d'une seule petite cellule. C'est normal que ça soit aussi fin pour qu'il y ait une migration des nutriments vers le milieu intérieur, c'est-à-dire vers le milieu sanguin. Donc, quand il y a une lésion de la muqueuse, à cause d'inflammation, d'abrasion successive, il y a la capacité à se régénérer à partir, pour qu'il y ait une reconstruction rapide, parce que s'il y avait une lésion complète, il y aurait migration d'éléments du milieu extérieur, des déchets toxiques, qui pourraient venir créer une septicémie, un empoisonnement du sang. Donc c'est évidemment un risque qu'on ne peut pas courir. Et puis il y en a une toute petite quantité dans le cerveau au niveau de l'hippocampe. Donc voilà pour ce qui est des cellules souches. C'est évidemment un sujet d'étude très important
Au niveau de la médecine, parce que ça représente une aubaine thérapeutique, on l'a vu, là j'ai parlé des chambres stériles, j'ai parlé aussi des gens qui subissaient de lourds traitements, et puis vous avez des enfants qui naissent immunodéprimés et dont la seule survie dépend de la capacité du corps à accepter des greffes de cellules souches extérieures. Donc c'est assez étudié, et on le voit, alors là on est obligé de faire Vous voyez que je tourne un petit peu aussi autour du sujet éthique, parce qu'on est limite. Vous avez sans doute vu en 2019, il y a une loi sur la bioéthique qui est passée en France avec une autorisation de créer des chimères, donc des hybridations homme-machine. On parlera du transhumanisme en fin de webinaire, mais également homme-animal. Et donc là, on voit des tentatives et des succès de grève de cellules souches animales vers les humains et inversement, pour donner des espèces génétiquement modifiées. Là, j'ai vu il y a 2 jours qu'il y avait des cellules, on va dire, de larynx, qui avaient été greffées chez les souris, et on voyait un langage différent chez les souris. Donc voilà ce que les chercheurs s'amusent à faire. Mais il y a d'autres choses. On parlera de certains animaux qui ont la capacité à régénérer des membres. Donc il y a un travail aussi là-dessus. Oui. Là, on a quelqu'un qui nous demande, est-ce que tu as des sources? On a par exemple le docteur Drapeau qui a beaucoup travaillé sur la question des cellules souches. Est-ce que tu aurais d'autres... Pardon ? Christian Drapeau, qui a fait un boulot extraordinaire en langue française, qui intervient à l'international, c'est passionnant. Donc, vous pouvez trouver des vidéos de lui qui sont très pédagogiques sur YouTube. Et puis, traduire sinon des pages en anglais. Donc, le docteur Drapeau, qui est un des pionniers sur les cellules souches. Donc, je vous invite à regarder. Puis, vous avez tout un tas d'articles vulgarisés dans les journaux scientifiques. Les études abondent, comme je vous disais, il y a des opportunités thérapeutiques, donc des opportunités de business. Donc il y a des financements d'études qui sont très très larges, et donc vous trouverez facilement des informations. Et là, sur la question des cellules souches, on a aussi une question très intéressante. Paraît-il que dans le sang menstruel des femmes, il y aurait des cellules souches. Donc au Japon, il y a des études. En France, on a Mélissa Carlier qui travaille sur le flux libre instinctif et qui travaille aussi sur cette question, enfin qui se penche sur le sujet des cellules souches. En Asie, il y a une coutume, c'est de prendre que les jeunes femmes prennent leur menstruation et se les mettent sur le visage, au Vietnam, au Japon, plutôt dans les campagnes, parce que c'est jugé même en ville comme des pratiques un petit peu bizarres. Mais traditionnellement, moi je connais des femmes d'origine vietnamienne ou vietnamienne qui me disaient que oui, à la campagne, c'est ce qu'on faisait. Parce qu'on savait qu'en fait, on ne savait pas que c'était des cellules souches, mais on savait que ça accélérait le renouvellement de la peau et que c'était bon pour la peau. Donc oui, il y a du... ce qui est un peu normal, parce que c'est la décomposition aussi de l'endomètre, si on a parlé du placenta. Donc il y a toute cette vie-là qui est possiblement... porté tous les mois, donc il y a une grande richesse cellulaire. Mais oui. Et on a une question aussi au niveau des placentas, enfin le placenta qui ne nous appartient pas. C'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de questionnements à un moment sur ce qu'on faisait des placentas à l'hôpital qui étaient considérés comme des déchets. Oui, c'est des déchets qui partaient carbonisés, mais il y a un petit business aussi derrière. Les placentas peuvent être vendus à prix d'or parce que justement il y a des cellules souches, et donc ça pose la question, parler d'éthique. Là il y a aussi le fait que vous pouvez récupérer une hernie, c'est-à-dire vous avez une hernie discale par exemple, vous pourrez récupérer votre hernie dans un sachet. Moi il y a un membre de ma famille qui l'avait récupéré. Vous pourrez récupérer des kystes, des choses comme ça, voire même des calculs. Vous pouvez récupérer des lithiases biliaires, mais le placenta vous ne pouvez pas légalement les récupérer, alors qu'il y a des choses possiblement à faire. Au niveau germanique, il y a tout un tas de choses. Je laisserai les gens regarder, mais si vous regardez ce que font pas mal de mammifères, lors de la délivrance, la mère mange le placenta pour justement avoir une grande réserve énergétique avec ses cellules souches. Elle est un peu affaiblie.
Donc, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour aider. Moi, je pense notamment, parce que ça, on le voit vers chez moi, puis j'ai grandi vers une ferme, dans la ferme familiale. Et donc, les vaches mangeaient le placenta après avoir vélé et mis le petit veau. Et donc, elles étaient plus ou moins fatiguées selon la durée, l'intensité du vélage et le nombre de veaux. Et donc, ça leur faisait une grande réserve énergétique. Et puis, donc, ces cellules souches participaient à une reconstruction X ou Y qui pouvait accélérer aussi la cicatrisation de la vulve si elle avait été déchirée par les sabots du petit veau. Donc, il y a on va dire, historiquement, enfin, même de manière vétérinaire, hein, quelque chose qui est très documenté sur le fait d'aller consommer du placenta pour la richesse en cellules souches. Eh oui, eh oui. Merci en tout cas Fabien pour ce gros point sur les cellules souches. Est-ce que tu peux nous parler de l'autophagie, du coup, qui est aussi une autre expression de la force vitale? Ça, j'adore en parler évidemment parce que vous avez vu que j'en parle pendant le jeûne, dans de nombreuses choses pendant le jeûne. Donc c'est l'autophagie. Alors là, pour le coup, il y a des gens qui voulaient des sources. On peut déjà honorer le travail de Yoshinori Ozumi. Tu parlais de Japon tout à l'heure. Donc, c'est un prix Nobel de médecine et de physiologie en 2016. Il a cherché pendant 50 ans sur ce qu'on appelle l'autophagie. Donc, c'est la capacité du corps à se manger. Phagie, manger, s'auto-manger. Donc, de manger ses propres cellules pour survivre. Alors, pas n'importe lesquelles, les cellules qu'il juge dysfonctionnelles. Alors, ça va être, vous avez peut-être vu, ça fait une dizaine d'années que ça tourne, ça revient régulièrement sur le devant de l'actualité. En jeûnant, vous régénérez votre système immunitaire en 4 jours. C'est un effet d'annonce. Hein. Alors, vous avez Yoshinori Ozumi qui a travaillé dessus, mais également le professeur Walter Longo, qui a une spécialité qui nous intéresse, puisqu'il il travaille en chirurgie régiatrique, donc il est intéressé par le vieillissement, donc le rajeunissement. Et donc les deux ont travaillé, publié pas mal d'études. Le docteur Walter Longo est aujourd'hui responsable du service pédiatrie de l'hôpital central de Los Angeles. Il a publié une vingtaine d'études sur le jeûne, précisément sur l'autophagie. Et en fait, à chaque fois, ça montrait que chez les personnes jeunes, chez les personnes âgées, chez les personnes qui étaient atteintes de cancer, lorsqu'elles étaient privées volontairement ou non de nourriture, il y avait un processus qui se mettait en place au bout de quelques dizaines d'heures qu'on appelle l'autophagie. Donc c'est le fait une fois que les réserves de glycogène, donc de sucre entre guillemets, sont consommées, le corps va se nourrir de cellules de son propre organisme, mais de cellules dysfonctionnelles. Et dans tout ce lot de cellules-là, les cellules du système immunitaire qui sont en état d'apoptose, donc qui sont en voie de mourir, ou alors qui sont partiellement dégradées, donc qui ne sont pas pleinement fonctionnelles. Et donc c'est pour ça que vous avez à la fois, pendant les premiers jours de jeûne, une descente du système immunitaire, donc on est plus vulnérable, on va dire, à ce qui pourrait être infectieux, au sens large, hein, on va pas parler des parasites, des bactéries, des virus, mais bon, bref, parce que ça va être toujours polémique. Mais pour le coup, c'est le cas. Nous sommes plus vulnérables pendant les premiers jours de jeûne parce que il y a ce renouvellement immunitaire. Et en revanche, en sortie de jeûne, au bout de donc 96 heures, il y a une nette augmentation des lymphocytes T4, des globules blancs, et puis de l'ensemble des cellules du système immunitaire. Et c'est parce que le corps a trouvé des réserves dans les cellules dysfonctionnelles qu'il arrive, par le renouvellement cellulaire, la régénération cellulaire, à produire de nouvelles cellules extrêmement saines. Et donc ça, c'est merveilleux. Ça, je dirais, c'est le message incroyable que j'aimerais faire passer ce soir, c'est que nous avons les capacités, sans prendre l'avion, sans acheter des compléments alimentaires très chers, sans avoir une discipline de dingue sur des années, nous avons une capacité à détruire rapidement nos cellules dysfonctionnelles et à en créer des nouvelles extrêmement fonctionnelles. Et donc c'est par ce principe d'autophagie. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous donc sur le travail de Yoshinori Ozumi, qui est très détaillé. J'en parle dans le livre que j'ai coécrit avec Leonardo Pelagotti, Respiration, qui est sorti il y a 4 mois. Donc j'ai tout un paragraphe, enfin un chapitre sur le système immunitaire. Léo, lui, parle de la respiration et moi, j'y parle du jeûne.
Et donc, au détail, on met les références d'études parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se disent, mais comment ça se fait que c'est pas plus connu? Ben, vous ne pouvez pas breveter l'eau. C'est la mauvaise nouvelle d'un point de vue on va dire, des laboratoires pharmaceutiques. On peut breveter des molécules. Vous pouvez prendre une molécule vivante, par exemple les algues clamates, donc dans l'Oregon ou dans certains lacs aux États-Unis, dans le sud-ouest des États-Unis. Donc, c'est une microalgue qui a la particularité d'accélérer la production de cellules souches. Donc, vous pouvez extraire d'un principe vivant une activité, la synthétiser, la breveter et la vendre, mais autant Nestlé essaye de breveter l'eau, mais vous n'allez pas pouvoir breveter le fait de jeûner, c'est-à-dire le fait de ne rien faire. Mais c'est un fait, l'autophagie est un principe très documenté et puis surtout visible. Oui. Et donc, j'aimerais parler d'un des effets de la régénération, parce qu'on se dit souvent, mais des exemples parmi tout ça. Il y a quelque chose qui est très simple. On parlait tout à l'heure des cellules nerveuses et musculaires. Eh bien, il y a des cellules nerveuses qui se trouvent être au niveau de la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est une gaine qui se détériore chez les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie dite dégénérative pour laquelle, en gros, eh ben, il faut pas imaginer qu'il y ait de stagnation ou d'amélioration, puisque ça dégénère. Sauf que, donc j'ai dit que j'avais tourné un documentaire sur le jeûne, qui n'était pas un travail promotionnel, mais qui est un travail journalistique. En tout cas, il a été reçu comme celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait intervenir beaucoup de médecins, des doyens de faculté de médecine, des chirurgiens viscéraux, des biologistes, des pharmacologues, des gens qui étaient sceptiques, des gens qui étaient enthousiastes, des gens qui avaient de l'expérience, des gens qui étaient côté recherche, enfin bref. Et il y a aussi le témoignage d'une infirmière qui avait eu un diagnostic de sclérose en plaques, qui trébuchait, qui avait du mal à marcher de manière fluide. Et elle a jeûné. Elle raconte cette expérience-là, après son 3e jeûne, eh bien, elle s'est mise à recourir. Donc non seulement il n'y a pas eu de continuum dans la dégradation, mais il y a eu la capacité du corps à régénérer la gaine de myéline, ce qui est considéré comme impossible au niveau de la médecine, on va dire, traditionnelle. Pour autant, c'est énormément documenté de par le monde, beaucoup de personnes, beaucoup, je parle de Désiré Mérien, j'ai un livret qui s'appelle Témoignages sur le jeûne sur le site de ma maison d'édition, exuvie.fr, où ce sont des témoignages sur 40 ans de pratique. Je rappelle, Désiré Mérien a accompagné 30 000 jeûneurs à l'eau. C'est pour moi, objectivement, le plus grand accompagnateur de jeûne francophone. Il est biologiste et scientifique de formation, et il a documenté des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes atteintes de sclérose en plaques qui ont mieux fonctionné. Et ça, c'est spectaculaire, parce qu'en fait, la médecine dit, la gaine de myéline ne se régénère pas. Sauf que là, on a la preuve par le jeûne qu'il y a une capacité à aller chercher des processus qui, ordinairement, ne sont pas exploités. Mais toi qui as accompagné plus de 1000 jeûneurs, tu as dû en voir des centaines de personnes voilà, qui avaient des maladies dégénératives pour lesquelles le diagnostic était très mauvais. On leur parlait de dégénérescence et que tu as vu régénérer. Exactement. Donc là, les gens peuvent se dire, oui, mais c'est de la pratique illégale de la médecine ou autre. Non, parce que je n'ai jamais fait de médecine, je n'ai jamais posé de diagnostic. J'ai appliqué des changements d'hygiène de vie. Et c'est de ça dont on va parler. C'est pour ça que Oui, on va en parler. Là, on a une question sur la régénération osseuse. Est-ce que l'autophagie intervient sur la régénération osseuse? Tu as déjà... Ben oui, parce qu'il y a des nécroses osseuses qui, en situation de jeûne, on va dire, se bloquent et se réaccélère. J'ai le cas d'un hygiéniste, d'un vieil hygiéniste. Je ne peux pas dire son nom parce que ça reste privé. Et donc, j'ai suivi son hospitalisation à distance avec des personnes qui l'accompagnaient en jeûne. Il devait se faire amputer il avait une gangrène osseuse des orteils. Et en pratiquant l'hygiénisme et le jeûne, les chirurgiens qui devaient amputer, finalement, se sont retrouvés à amputer juste la première phalange de 2 orteils. Alors que tout devait être enlevé, pour eux, c'était impossible. La gangrène allait progresser. Donc ça, oui, au niveau osseux, ça s'est vu.
Et ça se voit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, je dis toujours ça, c'est lorsque vous avez une fracture osseuse. Vous avez tous, vous qui nous regardez, vu autour de vous des gens qui sont fracturés, des os, des déplacements osseux, des choses assez lourdes. Quelle est la recommandation? L'immobilisation. Et quoi d'autre? Rien. C'est-à-dire laisser le corps faire. De la même façon que le corps cicatrise lorsqu'il y a une blessure cutanée, le corps a cette capacité incroyable de ressouder un os ou deux os séparés. C'est ce qui paraît fou, mais en fait, ça nous montre à quel point nous avons une force de vie incroyable. Mais il y a des choses qui vont entraver cette cicatrisation et il y a des choses qui vont hautement accélérer.